Tout ce qu'on peut faire en ce qui concerne le changement climatique, c'est de limiter la dérive future. Mais de toute façon, à quelques moments qu'on commence à agir, on est incapable de remettre en état le système climatique dans l'état dans lequel on l'a trouvé en entrant, comme dans les toilettes, là. On ne peut plus. C'est terminé. Ce que vous voyez à ce moment également sur ces graphiques, c'est que tout ça se gère, enfin ou plus exactement, concerne des pas de temps qui sont extrêmement longs, alors que nous avons tout fait dans le monde qui nous entoure pour gérer la société sur des pas de temps extrêmement courts. Alors, vous rigolez avec Macron, mais vous êtes en train d'apprendre à faire des comptes trimestriels et du trading en continu, c'est bien pire. C'est bien pire. Ça, pour raccourcir les échéances de temps, on ne peut pas faire mieux. Une société cotée en bourse, sa stratégie de long terme, c'est 3 ans les bonnes années, 6 mois les mauvaises. Tout ce qui est en continu, j'ai envie de dire, crée de l'instantanéité qui nous masque totalement les enjeux de moyen et de long terme. Et la concurrence libre et non faussée a aussi le même effet. Ça raccourcit les horizons de temps. Donc on a un vrai problème, on a organisé toute la société comme si le monde était infini, et soit dit en passant, une bonne partie de ce qu'on fait aujourd'hui en France, on a copié les Américains qui vivent effectivement dans un pays qui se rapproche un peu plus de l'infini que le nôtre, et on a énormément de mécanismes et de schémas mentaux à revoir dans cette affaire, parce qu'ils ne sont absolument pas adaptés aux défis de demain. La poursuite de la croissance économique dans les pays riches aujourd'hui, elle nous précipite vers un cataclysme écologique. C'est le problème central. On a des économies biophysiquement obèses qui sont en train de faire craquer les écosystèmes et de mettre à mal l'habitabilité de la Terre. Il faut qu'on mette ces économies au régime, quoi qu'il en coûte. La question, elle est avant tout une question de proportion. Comment est-ce qu'on arrive à réconcilier nos activités économiques, qui seraient moindres en quantité, qui bien sûr auraient changé en qualité, avec la logique du vivant? On ne se rend pas compte, mais dans le système, énormément d'institutions n'existent que pour inciter à la croissance, c'est-à-dire plus de production, plus de consommation. La publicité. Pourquoi, en période de sobriété, on continue à faire de la pub pour inciter à acheter des voitures, à changer ton téléphone, à prendre l'avion? Il faut maintenant que chaque question économique soit comparée avec un feu vert écologique. Mais tant qu'on n'aura pas vraiment mesuré l'ampleur du chantier, on restera à travailler sur des instruments à la marge, mettre des petits pansements sur un capitalisme qu'on essaye de rendre vert, alors que fondamentalement, il ne pourra jamais l'être. Que les solutions pour résoudre la catastrophe climatique, elles sont là. Écoutez comme elles sont là. Eh bien, on conçoit et on produit et on installe des voiles de kite géantes qu'on installe sur des cargos pour réduire leurs émissions carbone. C'est-à-dire qu'il y a des cargos qui sont remplis de trucs de merde, et mais quand même qui sont tractés par un cerf-volant. En même temps, est-ce que si maintenant, là tout de suite, on ne met pas de voile de kite sur des cargos, les cargos ils continuent à transporter des trucs de merde? Effectivement, l'idée c'est de continuer à transporter les trucs de merde, mais en rajoutant une petite voile sur le cargo. C'est l'équivalent d'un petit sapin senteur des bois dans un 33 tonnes plein de mazout. Mais est-ce que c'est pas également vouloir soigner la tuberculose avec un Doliprane? Allez, on va dire oui. On va dire oui un peu. On va dire oui, mais est-ce qu'il vaut mieux avoir mal et dire non mais moi je suis un bonhomme, j'ai mal, je m'en fous, je prends pas de Doliprane, plutôt que de dire bon allez on va quand même prendre la solution la plus raisonnable qui est de prendre du Doliprane. Mais du coup le Doliprane, est-ce que ça exonère pas de lutter quand même contre le vrai mal? Ah si, ça exonère carrément de lutter contre le vrai mal. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. On est vraiment sur un actionnaire de chez Total qui pisse sous la douche. C'est vraiment le même principe. Vous avez publié récemment un ouvrage dans lequel vous réclamez carrément une révolution. Donc j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus. Comment mettre en œuvre une révolution sans couper de tête? Évidemment, écoutez les grands chefs d'entreprise, les ministres ici présents, s'inspirer de leurs discours dont je ne nie rien, de la cohérence logique ou de la probité morale. Mais peut-être envisager à titre d'hypothèse qu'ils ratent l'essentiel. Pour 3 raisons fondamentales. La première, c'est que ce qui est fait concernant le réchauffement climatique, et on le sait très bien, est dérisoire. La seconde, qui est plus grave encore et qui est moins bien comprise, c'est que le réchauffement climatique lui-même est, dirais-je, dans une certaine mesure dérisoire par rapport à l'étendue de la crise systémique et plurifactorielle que nous traversons. Pollution, acidification des océans, interruption des cycles bio-géochimiques, dévastation des espaces naturels n'ont pour l'essentiel rien à voir avec le climat, mais tuent davantage que ce dernier, ce qui signifie que chacun des piliers sur lesquels repose l'habitabilité de cette planète est en train de céder. Et mon 3e point est peut-être plus grave encore, et il consiste à remarquer que quand bien même
nous prendrions à bras le corps la lutte contre chacun des items que je viens de mentionner, ce qui n'est pas du tout le cas en pratique. Nous demeurerions vraisemblablement toujours dans le dérisoire. Parce que le véritable problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, notre rapport au monde, notre être à l'espace, fait de l'éradication systématique du vivant une finalité. Quelques exemples que je choisis comme étant extrêmement simples. Tant que, par exemple, vous nommerez, vous autres chefs d'entreprise, croissance, le fait de raser un espace gorgé de vie pour le remplacer par une plateforme commerciale, fût-elle neutre en carbone, nous n'aurons pas commencé à réfléchir sérieusement. Tant que le président du MEDEF nommera, à l'unisson d'ailleurs du chef de l'État, progrès, la mise en place d'une nouvelle génération de téléphonie mobile qui ne répond à strictement aucun besoin, mais dont les conséquences délétères, pour ne pas dire létales, sont avérées du point de vue de la pollution, de la consommation et de l'addiction, nous n'aurons pas commencé à réfléchir sérieusement. Je conclus. Je crois qu'il faut être un peu conséquent. Nous ne sommes déjà plus dans une crainte quant à l'avenir. Nous sommes dans un constat quant au passé. Nous avons d'ores et déjà éradiqué plus de la moitié des arbres, des insectes, des poissons d'eau douce, des mammifères sauvages. Nous laissons d'ores et déjà 700 000 êtres humains mourir chaque année de la pollution en Europe. Si même face à cette évidence, nous ne voyons pas la nécessité d'une refonte axiologique et ontologique drastique, c'est que nous faisons preuve d'une cécité que nos descendants, s'ils survivent, auront, croyez-moi, du mal à pardonner. Ce qui ne va pas avec l'hydrogène, c'est qu'on n'en trouve pas dans la nature. Donc si vous voulez avoir de l'hydrogène à votre disposition, il faut commencer par le faire. Et le faire, physiquement, ça veut dire que l'hydrogène... En fait, vous ne le trouvez pas isolé dans la nature. Vous ne trouvez pas de molécules d'hydrogène. Vous trouvez plein d'hydrogène, mais associé à d'autres atomes. Par exemple, dans un truc que vous buvez le moins souvent possible au profit du whisky, qui s'appelle l'eau, eh bien, vous avez plein d'hydrogène associé à de l'oxygène. Pour récupérer cet hydrogène, il faut casser la liaison entre l'hydrogène et l'oxygène, et vous allez utiliser, pour casser cette liaison, plus d'énergie, en fait très exactement l'énergie que vous allez récupérer dans la combustion, mais comme il y a des pertes intermédiaires, en fait vous allez utiliser plus d'énergie pour dissocier l'oxygène et l'hydrogène que vous n'allez en récupérer derrière dans la combustion de l'hydrogène. Donc vous avez besoin d'énergie au départ pour dissocier l'hydrogène de l'oxygène. Donc et cette énergie, vous allez devoir le trouver dans la nature. La manière dont on fait l'hydrogène aujourd'hui, alors de l'hydrogène aujourd'hui on en produit plein. C'est un produit chimique qui est produit de façon courante, tout simplement parce que l'hydrogène est indispensable à la synthèse de l'ammoniac. L'ammoniac, c'est NH3, hein, donc de l'azote et de l'hydrogène. On produit l'azote en le récupérant dans l'air, ça c'est très simple. L'hydrogène, on le produit avec une technique qui est que vous mélangez du gaz naturel, CH4, avec de l'eau, vous chauffez très fort et vous récupérez de l'hydrogène et du CO2. Donc, dans le processus de production de l'hydrogène, vous avez du CO2 qui est produit par la réaction chimique. Et par ailleurs, comme il faut chauffer très fort et que vous allez faire ça avec du gaz, vous allez aussi émettre du CO2 avec le gaz que vous avez brûlé pour chauffer très fort. Le résultat des courses, c'est qu'une voiture à hydrogène, aujourd'hui, c'est à peu près autant de CO2 avec de l'hydrogène produit de cette manière qu'une voiture à pétrole. C'est aller dans les bonnes conditions 10 ou 20% de moins, mais ça ne change pas les ordres de grandeur. Si vous produisez l'hydrogène en électrolysant de l'eau, donc pas par thermolyse du méthane, mais en électrolysant de l'eau avec le mix électrique allemand actuel, la voiture à hydrogène est 2 fois pire que la voiture à pétrole. Donc c'est ça mon problème avec l'hydrogène. Alors les gens disent, un jour on va le produire avec des énergies renouvelables, donc ça sera zéro carbone l'énergie renouvelable, plus etc. Alors d'abord les énergies renouvelables ne sont pas zéro carbone. Une éolienne c'est 10 grammes de CO2 le kilowattheure avant stockage, un panneau solaire c'est 50 grammes de CO2 avant stockage. Donc c'est moins que le gaz qui en fait 400, mais c'est pas zéro. Ensuite il va falloir stocker l'hydrogène, vous allez perdre 20% au passage si vous le comprimez, 50% si vous le liquéfiez. Donc vous voyez, c'est pas zéro, c'est moins éventuellement, mais c'est pas zéro. Donc l'hydrogène est un truc qui est connu depuis très longtemps. L'hydrogène a été utilisé dans les premiers moteurs à combustion interne. Donc c'est un truc qu'on connaît depuis très très longtemps. Il faut savoir que la créativité humaine a développé à peu près tout ce à quoi on pense aujourd'hui il y a un siècle. On a tout testé, puis on a dit non, ce qui marche le mieux vraiment c'est le truc à combustion interne avec du pétrole. C'est vraiment ça, donc on va prendre ça. La voiture électrique, ça a un siècle, enfin tout ça a un siècle. Donc ça, c'est la réponse à la première question. C'est ça mon problème avec l'hydrogène. C'est que c'est un truc qui est, en pratique,
qui doit être fabriqué, et aujourd'hui, la façon dont on peut le fabriquer ne remplit pas le cahier des charges, qui est que ça doit décarboner. D'ailleurs, qui est actionnaire et communique sur ce projet de voile pour cargo? La société Airbus, qui est quand même plus connue pour faire la une de Kérosène Passion. Ils sont actionnaires à hauteur de 11%. Puis Ah, mais est-ce que c'est pas ça le greenwashing? Le greenwashing, typiquement, c'est... Non, je peux pas vous dire, parce que sinon je vais me faire taper. Ouais, non, je veux pas qu'elle se fasse taper à cause de moi. Non. Pour l'instant, c'est le soleil qui cogne. Mais ne vous en faites pas, c'est Michelin qui fabrique des voiles pour les bateaux. Michelin, on a toujours eu une tradition d'innovation. Mais est-ce que Michelin, c'est pas surtout des centaines de milliers de pneus disséminés partout dans le monde? Alors, Michelin, effectivement, aujourd'hui, ce qui nous finance, c'est encore le pneumatique. Mais justement, on essaye de se diversifier avec des solutions, cette fois complètement orientées sur le verre. Mais alors, est-ce que c'est pas ça le greenwashing, précisément? Non, Non, pas du tout. Voilà, non, parce que moi je croyais, vu que pendant ce temps-là, la biodiversité se délite, il y a des tornades. Vous avez vu le nouvel iPhone qui va sortir? Il est pas trop stylé, ça déconne. On peut le déverrouiller avec ses orteils. Vous avez vu le truc? Si je le dis en termes de dynamique, ça veut dire que d'ici à ce que vous ayez mon âge, il faut que les émissions planétaires soient divisées par 3. Alors comme Excel sait faire les intérêts composés, puis qu'il y a des futurs banquiers dans cette salle qui sauront faire ça très bien aussi, une division par 3 en 30 ans, c'est en gros 4% de baisse par an. Donc ça veut dire qu'un monde qui est 2 degrés, et donc une société qui est 2 degrés, est un monde qui est capable de s'organiser pour que les émissions de CO2 baissent de 4% par an à partir de demain matin. Et une société qui est 2 degrés, parce qu'il y a des tas de sociétés qui se revendiquent d'être 2 degrés, est une société qui est capable de survivre économiquement dans ce monde-là sous la forme sous laquelle elle est organisée aujourd'hui. A priori, il y en a très exactement dans le monde 0. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une société aujourd'hui qui est capable de survivre, de faire exactement le même chiffre d'affaires et le même résultat dans un monde dans lequel les émissions se mettent à baisser de 4% par an. C'est évident que non. Voilà, j'ai été un peu long, et alors maintenant, je crois qu'il faut qu'on passe aux questions, c'est ça ? Ah ouais, alors justement, en parlant de téléphone, vous allez adorer l'innovation proposée en partenariat avec Orange. C'est une pochette, on glisse son téléphone dedans, elle détecte que le téléphone est dedans et verrouillé, et l'idée c'est de motiver et d'encourager un petit peu à lâcher son téléphone. Est-ce que c'est pas un peu l'équivalent d'éteindre son téléphone? Mais non, parce que là vraiment on a, c'est qu'il y a une distanciation physique en fait, on voit plus le téléphone. Mais là on voit la pochette. On sait qu'il y a le téléphone dedans, mais si on veut prendre le téléphone, on doit ouvrir le zip. C'est comme éteindre son téléphone, mais avec un objet en plus. Non, Je suis chiant, hein, un peu. Je suis un peu chiant, non, mais je sais que je suis un peu chiant. Donc là, on a une pochette qu'on doit acheter et dans laquelle on met son téléphone. Comme ça, on le voit plus. Comme ça, on n'est plus tenté de prendre son téléphone. C'est pas mal, hein? Et c'est Orange, c'est un partenariat avec Orange. C'est comme un dealer de crack qui te vend ta dose dans une pochette. Comme ça, tu la vois pas trop. Voilà, c'est pas. Voilà. Est-ce que Orange se foutrait pas un peu de notre gueule? en fait c'est une image de marque effectivement, de se dire effectivement Orange ils vendent des téléphones et il y a des solutions qui existent pour mieux consommer. Mais en Pour fait, moins consommer. C'est pas moins en soi, c'est moins consommer, si on en passe moins c'est moins. Mais c'est mieux. Ouais, c'est pas clair. C'est surtout pas très clair. Par contre, ce qui est clair, c'est comment le marché s'adapte. Vous avez vu, il s'adapte en s'habillant en vert. Ça, c'est assez fascinant. C'est vraiment le principe de Michel Fourniret qui se déguise en Père Noël. J'essaie de faire des analogies qui parlent aux plus jeunes d'entre nous, bien sûr. Allez, on termine avec un challenge, parce qu'il y avait un grand challenge, des jetons qui étaient destinés à dessiner une grande fresque au milieu du salon en échange d'un engagement. On baisse d'1 degré la température de sa maison. Ouais, On s'engage à réduire à partir d'aujourd'hui sa consommation de viande rouge. ok. On va acheter de manière peut-être plus locale auprès d'entreprises plus éco-responsables. Et enfin, de faire moins d'usage de plastique à usage unique. Et est-ce qu'il y a un jeton foutre en l'air le capitalisme? Alors on prend les 4, on les jette en l'air et on croise les doigts. Voilà, on va faire ça. On va plutôt croiser les doigts. Voilà, parce que pour l'instant, Ripolliné en vert, ça risque de pas suffire à nous sortir de... Attendez, Mbappé, il va à Madrid ou pas finalement? Ah, c'est pas ça. Ah là. Et personne qui s'intéresse au vrai enjeu ici. On mérite tous de mourir. Ouais, c'est ça. Guillaume Meurice dans ses œuvres. Merci beaucoup, Guillaume. Misuse of science by fossil fuel is not new, but misusing it in this way is quite shocking for us. Just to give you some figures to keep in mind, with the current policies, we are going towards more than 3 degrees of global warming, it's mean temperature of global warming by the end of the century. There will be no life in this planet with the current policies.
And then if you look at from fossil fuel perspective, before you go to your figures, Carol, so we checked with my colleagues before drafting this op-ed, what is in the Total 2022 report, and what is there is that Total is planning to invest 16 billion per year between 2020 and 25 in the energy sector, out of which 70% are investment in fossil fuels. Investing in fossil fuels means investing in more climate change. It also means that if you compare to the IPCC report, we know that to be within the 1.5 degree target, we need to reduce emissions by 43% during these decades. So from one hand, you have the science saying you need to reduce emissions by almost half of current emissions. That's the only way to keep the planet livable. On the other hand, you have fossil fuel, one of the fossil fuel leading companies in the world, saying it is going to go to fossil fuels. This is one major contradiction. And this should not occur at all. It should not happen. I'm sorry, I'm going to finish. I came here with very special purpose, actually. I was thinking if it was the right way to come here, but I came because we need to stop lying to ourselves. The title of this session is about the transition and transformation. It should not be about transition, about transformation. It should be about ending the fossil fuel era right now. And we can do it because we must do it. And this is what you must be doing. And this is not what the fossil fuel industry is doing. And I'm sorry, I was listening to the debate about the scenarios. I missed the beginning, but I have been through all these scenarios. When we say that with carbon storage, etc., we will be able to decarbonize, all this is bullshit. We are not going to decarbonize with carbon storage. Each time you hear CCS, carbon storage, this means continuation of the fossil fuel era. This means the continuation of, I think today we should stop talking about climate change. We should start talking about climate crime. And this is the continuation of the climate crime. And this is why it's good to have this debate in schools like HEC, because it's a very conservative school from this perspective, with all the respect that they have to the individuals. It's a very conservative school, but it's an important school because this is where the French and some of the European leaders are trained. And we need to train our leaders to end the fossil fuel era. Otherwise, there will be no life in this planet. Can you just acknowledge that you are contributing to ending life on this planet? This is what you are doing. And please do not show me figures that you are investing in renewables, Total. The total investment for this period between 2022 and 2025, according to Total report, represent 25% out of total investment that Total is planning. And most of this investment goes again to fossil fuels. It's just no longer possible, guys.